On a 2/3 de nos associés qui sont des femmes. On est, je pense, le seul gros cabinet en France à avoir plus de la moitié de nos associés qui sont des femmes. On l'a pas fait exprès, on n'a juste rien fait contre. On est anti-discrimination, forcément. Ça fait partie de la liberté et surtout de l'égalité, des principes qu'on a au sein du cabinet. Et donc, des avocates compétentes qui souhaitent devenir associées chez nous et qui nous correspondent, on est ravis de les accueillir. Et la liberté, c'est d'ailleurs une valeur à laquelle les avocats, de manière générale, sont très attachés. C'est pas pour rien que l'avocat est une profession libérale. Les avocats sont très indépendants dans leur mentalité parce qu'ils sont attachés à cette liberté et ils n'aiment pas avoir de patron. C'est souvent pour ça qu'on choisit cette profession d'avocat. On se dit, si je suis avocat, j'aurai pas de patron, j'aurai pas de boss. Et c'est la réalité. Bonjour Olivier, très content de t'avoir. Bonjour Louis, merci. J'ai eu ta directrice marketing il n'y a pas longtemps sur le podcast qui nous a bien parlé de Square, qui m'a dit il faut que tu aies à tout prix Olivier pour qu'il parle du modèle, pour qu'il parle du cabinet en lui-même, qui fait poser beaucoup de questions sur le secteur des avocats. Donc je suis très content de t'avoir parce que l'idée c'était que tu ailles plus en détail parce qu'elle parlait de marketing. Donc elle parlait de comment faire briller la marque, etc. Plutôt d'ailleurs à destination des directeurs marketing des cabinets. En l'occurrence, j'ai l'impression qu'aucun directeur de marketing n'a regardé, mais que plein d'avocats ont regardé. Donc, ça a permis de mettre en valeur Square et peut-être d'intéresser certaines personnes. Mais je voulais aller plus du coup dans pourquoi vous avez créé ça, qui tu es, avec qui tu as fait ça, et mieux comprendre en fait le cheminement sur pourquoi créer un cabinet comme Square. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Olivier va tout nous définir et nous faire comprendre. Et derrière, j'aurai plein de questions autour du sujet. Je te laisse te présenter. Et puis j'enchaînerai sur mes petites questions. Merci. Donc, Olivier Lopez, ça fait 22 ans que je suis à Paris. Je suis monté à Paris, comme on dit, dans le sud. J'ai fait mes études à Montpellier, je suis originaire de Cévennes. Et je suis arrivé donc il y a 22 ans pour un stage chez BNP Paribas, puis chez Arthur Andersen EY. Ensuite, j'ai commencé ma première collaboration chez Norton Rose début 2004. J'y suis resté 2 ans et demi. J'ai rejoint Willkie Farr comme collaborateur en 2006, en juillet 2006. Et j'y suis resté jusqu'à l'été 2013. Donc, dans mes stages et mes premières collaborations, j'ai toujours fait du corporate, du M&A, du M&A coté, du M&A private equity, du M&A industriel. Et donc, je suis devenu associé en 2013 d'un cabinet français qui s'appelle IDES, qui à l'époque comptait une 50aine d'avocats, aujourd'hui une 100aine. Et là, j'ai commencé à faire du venture capital, en plus des autres activités, donc M&A. Et j'y suis resté 2 ans. J'ai rejoint ensuite Cohen & Gresser quand le bureau a ouvert à Paris en 2015. Et je les ai quittés 1 an et demi après. J'étais frustré par la relation avec les associés, que ce soit chez IDES ou chez Cohen & Gresser. Et donc, je me suis dit que peut-être qu'être associé dans un cabinet d'avocats, c'était finalement pas fait pour moi. Et donc, j'ai créé ma structure. Donc, j'étais tout seul avec une collaboratrice et quelques stagiaires. Donc, j'ai créé ça fin 2016. J'ai appelé la structure TSL, Tomorrow's Lawyers. J'avais lu le livre de Richard Susskind qui fait de la prospective sur le métier d'avocat. Et je m'étais dit qu'il avait des très bonnes idées, et notamment sur les 4 grands axes qui étaient la relation entre l'avocat et le client, la relation entre l'associé et le collaborateur, la relation entre les associés et la technologie. C'est les 4 grandes choses que j'ai retenues de ce livre. Et j'avais essayé de trouver dans ma structure, j'ai testé plein de choses pour essayer d'appliquer, de moderniser le cabinet d'avocats sur ces 4 axes-là. Le seul axe sur lequel j'ai pas pu travailler quand j'étais tout seul, c'est la relation entre associés, puisque je n'en avais pas. En revanche, j'avais essayé plein de choses sur la relation avec ma collaboratrice de l'époque, sur le modèle de rémunération des collaborateurs, qui est parfois frustrant pour les collaborateurs ou pour les associés. Il y en a toujours un qui estime soit pas assez gagner, soit être trop bien payé. Et la relation avec les clients, moi j'ai testé plein de modèles de facturation.
le forfait, le taux horaire plafonné, un pricing basé sur la valeur d'entreprise, enfin plein de choses. Puis je me suis rendu compte à la fin que les clients, sur le forfait, ils avaient peur de trop payer si finalement on travaillait plus vite que ce qu'on avait anticipé. Ils aimaient pas évidemment un chèque en blanc, donner un chèque en blanc à l'avocat en lui disant on va te payer tes heures, quel que soit le nombre d'heures que tu vas faire. Et donc je suis arrivé à la conclusion que ce que préféraient les clients, c'était un taux horaire plafonné. Ce qui fait que si on fait plus d'heures que ce qu'on a anticipé et que c'est de notre faute parce qu'on a mal anticipé, le client y gagne. Si finalement on travaille plus vite que ce qu'on avait prévu, le client va moins payer que le budget qu'on avait estimé au départ, puisqu'on aura moins d'heures, donc il y gagne aussi. Et ça aujourd'hui, c'est ce que je pratique sur quasiment tous mes clients et tous mes dossiers. La technologie, comme j'étais tout seul et que je faisais du corporate M&A, le pain point, la difficulté pour être sur les beaux dossiers, c'est essentiellement la due diligence, puisque la rédaction de documents, la rédaction des contrats dans le cadre d'une opération corporate, ça ne nécessite pas un nombre d'avocats sur le dossier très important. En revanche, la due diligence, ça nécessite d'avoir une grosse équipe pluridisciplinaire. Et donc, j'avais très tôt, j'avais cherché à utiliser la technologie pour réaliser la due diligence. Et j'avais contacté les premières solutions technologiques. Okay. Donc Kira à l'époque, Raven et Luminance. C'était les trois qui existaient fin 2016, début 2017. Et à l'époque, les trois étaient des petites boîtes, donc j'avais discuté à chaque fois avec le CEO ou le N-1. Et finalement, je suis devenu partenaire de Luminance, qui à l'époque ne fonctionnait qu'en anglais. Okay. Et c'est mon cabinet qui a formé l'intelligence artificielle de Luminance à la due diligence en français. Ça a duré un peu plus d'1 an. Et ensuite, dans le deal, on avait une utilisation gratuite pendant quelques années, puis ensuite à un prix préférentiel. Donc c'était une techno qui était très efficace pour faire la due deal, pour identifier les sujets classiques dans un audit d'acquisition. Les clauses de changement de contrôle notamment et plein d'autres sujets. Ça répondait pas à tous les problèmes, mais ça en identifiait pas mal quand même. Et puis, le seul sujet sur lequel j'arrivais pas à avancer, c'était comment trouver un modèle d'association innovant pour créer un cabinet de la taille à laquelle j'étais habitué. Norton Rose, c'était à l'époque où j'y étais plus de 1000 avocats, ce qui était énorme à l'époque. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont 3500. Wilkie, c'était pareil. Je crois, quand j'y étais, c'était 700, 800 avocats. IDES, c'était 50 avocats. C'était déjà plutôt un cabinet où il y avait pas mal de monde. Cohen & Gresser aussi, cabinet qui avait une centaine d'avocats. Donc, être tout seul, c'était quand même pas c'était pas l'environnement dans lequel j'étais. T'avais pour ambition de recréer. Je voulais trouver un environnement auquel j'étais habitué. Les grands cabinets, ça a beaucoup d'avantages, ça a certains inconvénients, mais ça a beaucoup d'avantages. La multidisciplinarité, ce qui fait que quand tu as un sujet, tu peux frapper à la porte du voisin ou appeler le voisin et il va te répondre sans faire tourner le compteur. Les honoraires, il va te rendre service parce que c'est comme ça que ça fonctionne au sein d'une équipe. Hein. C'est ça vraiment quand tu trouves dans les gros cabinets, c'est que tu fais partie d'une équipe avec tous les avantages que ça représente. Il y a aussi les moyens financiers. Ça se manifeste de plusieurs manières, mais déjà les locaux qui donnent une impression probablement plus professionnelle, plus sérieuse aux clients, donc qui est rassurant. Puis aussi le track record, le fait d'être sur plusieurs opérations, qui est également très rassurant pour les clients, le fait d'avoir une expérience dans ton expertise. Et puis
enfin voilà, tous les avantages d'être dans une grande structure, la marque qui est rassurante également, qui permet de plus facilement transformer des prospects en clients. Donc tout ça, c'est des choses qui me manquaient quand j'étais tout seul, et je cherchais le moyen de trouver, enfin de créer une équipe, de recréer une équipe en fait. Ouais. Et j'avais notamment exploré, j'avais discuté avec une boîte qui s'était créée, je crois en 2015 ou 2016, qui s'appelait à l'époque InCloud Council, qui a été créée à San Francisco, et j'avais une camarade de MBA qui était une des premières employées de cette boîte et qui m'en avait parlé. Et donc j'avais discuté avec cette boîte qui cherchait à s'internationaliser. Et, le modèle correspondait pas à ce que je cherchais, parce qu'en fait c'était le modèle d'InCloud Council, je crois que ça s'appelle Ontra aujourd'hui, qui est une assez grosse boîte. Son modèle, c'était d'aller chercher des collaborateurs de gros cabinets et de les utiliser un petit peu comme des... en fait, c'était de l'ubérisation. C'était d'aller prendre des auto-entrepreneurs, des experts isolés, de sourcer des dossiers et de les, entre guillemets, sous-traiter à des auto-entrepreneurs. Donc ça répondait pas du tout à mon envie de recréer une équipe. Ouais. Ça pouvait avoir un intérêt commercial de créer un Uber du droit, mais c'est pas du tout moi ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'est créer une équipe dans laquelle les avocats se sentaient en confiance, travailler en équipe, aller chercher éventuellement des clients en équipe. Bref, ce sentiment d'appartenance à un groupe que Ontra InCloud Council, je pense, n'a pas. Donc ça m'avait pas, j'étais pas allé beaucoup plus loin. J'avais également rencontré, ça c'était en 2018, j'avais rencontré un cabinet anglais qui s'appelle Keystone, qui voulait ouvrir en France. Et on avait discuté, et là ça avait duré quelques mois parce que le modèle correspondait quand même beaucoup plus à un modèle de cabinet, d'équipe. Donc je me projetais dans le fait de créer comme ça cette équipe sur la base de cette marque existante en Angleterre et de leur modèle. Et c'est comme ça, c'est en discutant avec eux que j'ai rencontré Damien Gors, qui envisageait de les rejoindre, et donc il m'a été présenté par Keystone dans ce contexte. Et on s'est dit finalement qu'on allait créer un cabinet tous les deux, sans Keystone, donc sans leur marque, sans leurs moyens techniques et financiers, qu'on allait le faire nous-mêmes parce que le modèle qu'ils avaient était intéressant, mais ne correspondait pas tout à fait à ce qu'on voulait créer. Et c'est comme ça qu'à l'été 2018, donc on s'est rencontrés, et très rapidement, on a vu qu'on était très alignés sur nos valeurs, sur nos envies, sur notre souhait de constituer une équipe, de créer une équipe de premier plan avec des avocats compétents, très, très compétents, très team spirit. Nous, parce que je l'ai répété plusieurs fois, mais c'est vraiment ça notre moteur au départ, de constituer une équipe. C'est ça qui nous manquait à tous les deux dans nos environnements de l'époque. Et d'avoir quelque chose de beaucoup plus moderne que les cabinets qu'on avait connus jusque-là. Ouais. Et donc partir d'une page blanche, c'était quand même beaucoup plus facile pour moderniser un cabinet que d'aller soit copier, soit partir. Et c'est ce qui m'avait un peu aussi frustré dans les cabinets où j'avais été associé, c'est que c'est des cabinets où le changement était compliqué. Notamment parce que quand tu veux changer quelque chose dans un cabinet d'avocats, il faut convaincre tous tes associés. Parce que le vote est très souvent égalitaire. Donc, chez IDEL, je crois qu'on était 15 associés à l'époque, 15 associés co-gérants. Toutes les décisions devaient être prises en consensus. Il ne fallait pas qu'il y ait quelqu'un qui soit fermement opposé à la décision. Cohen & Gressor était géré un peu différemment, mais finalement, c'était pas si éloigné que ça en termes d'inertie. Ouais. Donc voilà, donc on est parti d'une page blanche pour pouvoir faire ce qu'on avait en tête.
Et donc, on a travaillé pendant 6 mois à partir de l'été 2018 et le Square, le cabinet, est né en février 2019. Et donc, c'était Damien et moi et ma collaboratrice de l'époque, qui depuis est devenue associée du cabinet, qui s'appelle Asma. Et donc, on était 3 en février 2019 à la création du cabinet. Ensuite, en Donc, du coup, juste pour revenir un peu, en amont, tu avais créé un cabinet à ton nom. ça s'appelait Tomorrow's Lawyers. Okay. J'étais le seul actionnaire, enfin le seul associé. C'était ton labo. Tu mettais en place tout ça et du coup, c'est à partir de ce moment-là où vous avez créé vraiment la marque Square. Exactement. On a donc, j'ai créé mon labo, comme tu dis, pendant 1 an et demi, 2 ans. J'ai testé tout ça, et c'est sur, c'est sur ces bases-là. Okay. Trop bien. La marque TSL, c'est un acronyme. J'utilisais Tomorrow's Lawyers là où je pouvais. C'était quand même assez limité. Les acronymes, c'est quand même généralement des très mauvaises marques de cabinet. Et tout comme les patronymes d'ailleurs, je trouve, mais bon, ça c'est la tradition. Il y a même des pays où tu ne peux pas avoir de marque. Tu es obligé d'avoir le patronyme des associés dans le nom du cabinet. Tu peux pas avoir autre chose. C'est le cas du Brésil par exemple. Ouais, je sais pas. Et donc bon, nous on a la chance, en tout cas en France, d'être dans un pays où on peut avoir une vraie marque. Et donc on a trouvé ce nom Square, qui exprimait ce qu'on voulait être. Square, c'est le square. Tu vois, l'idée de départ, c'était ce square qui est l'endroit où les gens se rencontrent. Le côté carré, évidemment, qu'on attend d'un avocat. Donc, on trouvait que ça véhiculait de manière assez forte ce qu'on voulait représenter comme avocat. Puis les 4 éléments finalement, les 4 côtés de ce que les 4 piliers, exactement. Donc ça, au départ, c'est comme ça qu'est né ce nom. Et ce côté aérien, qui représentait finalement la valeur fondamentale qui nous motivait, qui nous animait, qui nous anime toujours, Damien et moi, c'est la liberté. Et la liberté, c'est d'ailleurs une valeur à laquelle les avocats, de manière générale, sont très attachés. C'est pas pour rien que l'avocat est une profession libérale. Les avocats sont très indépendants dans leur mentalité parce qu'ils sont attachés à cette liberté. Ils n'aiment pas avoir de patron. C'est souvent pour ça qu'on choisit cette profession d'avocat. On se dit, si je suis avocat, j'aurai pas de patron, j'aurai pas de boss. C'est la réalité. C'est la réalité, mais tempérée pendant la période de collaboration. C'est ce que j'allais dire. C'est qu'au pire, s'ils l'ont pas, au bout de 4-5 ans de collab, ils développent cette envie d'être plus libre au fur et à mesure, quoi. Ils l'ont souvent dès le départ. Ça crée une frustration. Ouais. Et cette frustration, elle perdure assez longtemps finalement, surtout dans les gros cabinets, parce que même quand on devient associé, on a des comptes à rendre. On a des comptes à rendre à ses associés. Ouais. On a des comptes à rendre, si on est dans un cabinet anglais ou américain, on a des comptes à rendre à Londres ou à New York ou Los Angeles ou San Francisco. Et quand on a des comptes à rendre à quelqu'un, c'est que c'est votre patron. Et donc ça, c'est même quand on est associé dans un gros cabinet, cette frustration, elle est assez prégnante. Je l'ai observée. Et donc voilà, c'est l'air dans la marque, dans le nom du cabinet, ça représente ça, donc cette liberté. Ça représente aussi une agilité qu'on voulait avoir par rapport aux autres cabinets. On voulait être moderne, technologique et être agile dans notre croissance, dans notre positionnement marché. Et donc c'est ce qu'on a réussi à être. Donc je trouve qu'on a bien trouvé le nom. C'est un nom qui véhicule nos valeurs, cette agilité, cette liberté, la compétence, le côté carré, et aussi voilà, ce côté un peu technologique, et le côté, en plus de la liberté, le côté très égalitaire qu'on trouve dans le cabinet. L'une des autres frustrations que j'avais eues quand j'étais associé dans les cabinets où je suis passé, c'est un certain manque de transparence sur les formules de rémunération des associés. Il y a généralement une base de formule de rémunération, mais sur laquelle il y a toujours une évolution en plus ou en moins
en fonction généralement de considérations assez politiques, assez peu objectives. Et moi, je suis un assez mauvais politique. Je pense que je suis trop direct, ou je dis un petit peu trop ce que je pense. Et donc, j'ai toujours été assez peu performant dans des environnements très politiques. Et donc, ça me convient pas. Ça me convient pas parce que j'aime pas ça, mais parce que je suis mauvais. Hein, les choses qu'on n'aime pas, généralement, c'est parce qu'on n'est pas très bon dans ces choses-là. Et donc, je voulais créer un cabinet dans lequel il n'y avait pas d'aspect politique. Donc, pas de politique sur combien va gagner un associé. Donc, on a fixé une formule mathématique de rémunération qui est, comme quasiment tous les cabinets, basée en partie sur combien de chiffre d'affaires origine un associé, combien de chiffre d'affaires il apporte au cabinet, et combien il traite, combien il produit. Il y a ces deux composantes dans à peu près tous les cabinets. Et donc nous, c'est ce qu'on a fait en faisant des choix qui étaient des choix pour incentiver les bons comportements. On a décidé par exemple de beaucoup mieux rémunérer le traitement de dossier que l'origination. Il y a certains cabinets qui rémunèrent beaucoup mieux l'origination que le traitement. Ce que j'avais observé, c'est que quand on rémunère mieux l'origination que le traitement, tu crées des commerciaux et tu crées pas des... tu donnes, c'est quand même moins chiant, c'est plus simple. Alors, peut-être pas plus facile, mais ça demande moins d'efforts intellectuels d'être un bon commercial que d'être un bon avocat, un bon traitant. Et donc, quand tu as des experts, des traitants qui voient que les commerciaux gagnent autant, voire plus qu'eux, finalement en travaillant moins et en étant moins stressés, ça crée des ressentiments, ça crée pas les bonnes dynamiques. Donc nous on a grosso modo en pourcentage de chiffre d'affaires, l'origination, enfin le traitement est 3 fois mieux payé que l'origination. Ok, c'est intéressant. Dire que un bon producteur s'y retrouvera, quoi. Et finalement quelqu'un qui apporte beaucoup va pas commencer à vendre n'importe quoi, parce que du coup derrière il vaut mieux produire. Et donc tu vends peut-être mieux, ou tu vends plus intelligemment en disant il faut... On n'a pas chez nous de purs originateurs, on n'a pas d'avocats qui ne sont que des commerciaux. Ça c'est quelque chose. Au départ, quand on a créé le cabinet, je pensais qu'on aurait des commerciaux, on aurait des traitants. Et en fait, l'une des leçons que j'ai tirées de ces 6 dernières années, c'est que un bon avocat, un bon commercial dans le métier d'avocat doit être un bon avocat. On ne peut pas inspirer la confiance de ses clients en n'étant pas un bon technicien. Et quand on ne pratique pas, on ne peut pas être un bon technicien. On perd assez rapidement. Je pense que quand on arrête de produire, au bout de 1 an et demi, 2 ans max, je pense qu'on devient moins compétent, et donc on inspire moins la confiance de ses interlocuteurs, de ses prospects ou de ses clients. Et est-ce que tu l'expliques à tes clients, ça? Est-ce que tes clients savent comment justement vous marchez? Parce que du coup, c'est assez rassurant pour eux de voir ça comme ça. Non, les clients ne connaissent pas le modèle, mais dans quasiment aucun cabinet, le client ne connaît le modèle de rémunération des associés. Ce que les clients savent en revanche, c'est que quand ils m'appellent pour traiter un sujet, je le traite. Et ça, c'est une autre des particularités du cabinet, c'est qu'on est un cabinet résolument anti-pyramidal. C'est-à-dire que notre modèle économique ne repose pas sur la production, le traitement des dossiers par une armée de collaborateurs. Le traitement des dossiers est fait par les associés avec un collaborateur et un stagiaire. L'équipe maximale d'un associé, c'est un collaborateur et un stagiaire. Donc quand un client va s'adresser à un associé, il aura dans l'équipe qui va s'occuper de lui au moins un associé, un collaborateur, au moins un associé, plus éventuellement un collaborateur et un stagiaire. Et
selon la complexité du dossier et son spectre, parfois d'autres associés, qui eux aussi pourront avoir un collaborateur et un stagiaire. Ouais. Donc à chaque fois, c'est de la seniorité qu'on vend à nos clients, et c'est ça qu'ils savent en fait. Nous, notre modèle de rémunération du cabinet, il est là pour donner envie, pour incentiver, comme on dit en anglais, les avocats à travailler sur les dossiers des autres. C'est pour ça qu'on rémunère le traitement beaucoup plus que l'origination. Ce qui fait que les associés, contrairement à d'autres cabinets, ont envie de travailler sur les dossiers des autres, surtout quand c'est des dossiers qui sont peut-être plus beaux, plus gros que ce que eux arrivent à originer tout seuls. Donc ça leur permet de monter en gamme, d'être exposés à d'autres choses, parfois d'approfondir leurs compétences également, de travailler sur des choses sur lesquelles ils n'ont pas forcément l'habitude de travailler, avec l'aide et la supervision de l'associé qui origine. Et tu te retrouves pas à court du coup, du fait d'avoir des dossiers de mieux rémunérer la production. Est-ce que ça arrive à des moments où putain là il y a plus personne qui ramène rien parce que tout le monde produit pour tout le monde, mais personne se met à aller chercher le dossier? Finalement les choses se font assez naturellement. Non, ça se fait très naturellement parce que l'origination est quand même bien payée. Parce que ce qu'on a réussi à faire dans notre modèle, c'est que en pourcentage de chiffre d'affaires, on rémunère les associés entre 2 et 3 fois plus que les autres cabinets. Okay. Dans les autres cabinets, le modèle économique classique des cabinets, j'ai beaucoup étudié ça. Et je te dis tout à l'heure, j'ai fait des études d'économie et de finance aux États-Unis. Et donc, les sujets économiques et financiers m'intéressent beaucoup. Et particulièrement dans mon domaine d'activité. Et donc, je me suis beaucoup documenté sur le sujet. Quasiment tous les cabinets du monde fonctionnent à peu près de la même manière. Et d'ailleurs, pas que les cabinets, tous les métiers de prestation de services intellectuels, le monde du consulting, c'est à peu près la même chose. C'est un cabinet d'avocats, c'est à la louche un tiers de charges de structure, un tiers de coûts de collaborateurs, et le tiers qui reste qui va aux associés. Les meilleurs cabinets vont être un peu au-dessus du tiers pour les associés. La rémunération des associés va pouvoir monter jusqu'à 40% du chiffre d'affaires dans les cabinets les plus performants. Et puis ça va descendre à 25% dans les moins performants. Je crois que alors pas forcément les moins performants, mais ceux qui ont les plus grosses charges de structure. Ouais. On va avoir, je crois par exemple Fidal, je crois un peu en dessous de 25%. Ouais. EY, tous les Big Four, je crois qu'ils sont à peu près 25%, mais eux, il faut tenir compte des à peu près 5% qui remontent à la marque. Ouais. Donc ça qui impacte forcément donc ça doit être autour de 30 si on tient pas compte des royalties. Donc voilà. Et nous, on est en moyenne à 80%. Ah ouais. qui va aux associés. Du coup, c'est qu'il y a très peu de charges de structure. Il y a très peu de charges. Alors les charges de structure, on est en dessous de 20%. On est en flex office. On n'a pas d'assistant ou d'assistante pour les avocats. On a tout le staff, c'est que du staff administratif du cabinet. Donc tu connais notre directrice marketing qui est venue dans le podcast il y a quelques mois. On a une secrétaire générale, on a une office manager, on est en train de recruter quelqu'un à la compta et à la finance. Donc que des services, ce qu'on appelle les services généraux, les services centraux du cabinet. En revanche, tout ce qui est aide ou assistance à la production, ça c'est la responsabilité de l'associé. Okay. Et donc on a un peu moins de 20% en charge de structure, les loyers, les abonnements aux bases de données, toute la techno, enfin bon bref, tout ça. Et puis tout ce qui concerne les collaborateurs, les stagiaires, ça, la manière dont on l'a géré, c'est que, comme dans les autres cabinets, on le met sur le PNL de chaque associé. Okay. Et en plus de le mettre sur leur PNL, on ne fait pas l'avance, on ne fait pas le BFR de ces sujets-là, ce qui veut dire qu'on leur prend sur leur rémunération le montant nominal
qu'on doit verser à leurs collaborateurs, à leurs stagiaires. Et eux choisissent leurs collaborateurs. C'est eux qui choisissent, c'est eux qui décident s'ils veulent avoir un collaborateur ou pas. Ils m'appellent, ils me disent Olivier, j'aimerais bien, je pense que je suis prêt, j'aimerais bien recruter un collaborateur. Qu'est-ce que tu en penses? Ça m'est quasiment jamais arrivé de dire non. En tout cas, si je dis non, je pense que c'est un peu prématuré compte tenu de ton volume de chiffre d'affaires, etc. Mais c'est plutôt généralement l'inverse. C'est-à-dire que je dois rassurer les associés qui se disent « Ouais, là, je commence à tirer la langue, je suis en limite de capacité de production, je suis pas sûr d'avoir les dossiers qui pourront absorber le chiffre d'affaires, je suis pas sûr d'avoir les dossiers qui pourront générer le chiffre d'affaires qui me permettra de payer le collaborateur. Et c'est là où moi, de ma vision de leur chiffre d'affaires, de leur activité, et puis de qui ils sont et de comment ils ont réussi à s'intégrer dans le cabinet et du niveau de compétences qu'ils dégagent, je les rassure, je leur dis si, vas-y. C'est d'ailleurs quasiment, je crois, tous les associés qui m'ont posé la question au cabinet, c'est des associés, eux, c'est des femmes. On a 2/3 de nos associés qui sont des femmes. On est, je pense, le seul gros cabinet en France à avoir plus de la moitié de nos associés qui sont des femmes. On ne l'a pas fait exprès, on n'a juste rien fait contre. On est anti-discrimination, forcément. Ça fait partie de la liberté et surtout de l'égalité, des principes qu'on essaie d'avoir, qu'on a au sein du cabinet. Et donc, des avocates compétentes qui souhaitent devenir associées chez nous et qui nous correspondent, on est ravis de les accueillir. Et ce que j'ai observé, c'est souvent chez les associés hommes, un excès de confiance et chez les associés femmes, un déficit de confiance en soi. Je ne sais pas si c'est d'où ça vient, hein, si c'est la société, si c'est l'environnement, si c'est la nature. En tout cas, moi je l'ai observé. Et donc souvent, on les rassure. Je les rassure là-dessus. Et je leur dis, vas-y. Et donc là, on a, l'année dernière, on a 3 ou 4 associés qui ont recruté une collaboratrice ou un collaborateur. Et ça se passe vraiment bien. Enfin, le chiffre suit, en fait. Et c'est un très bon choix qu'elles ont fait de recruter. Et donc, elle m'associe aussi au processus de recrutement. Il ou elle m'associe au processus de recrutement où ils choisissent des candidats, ils en rencontrent plusieurs. Et puis, une fois qu'ils se disent, tiens, ils ont trouvé un candidat qui leur correspondait, ils me demandent généralement de le rencontrer pour valider leur choix, en fait. Hein. C'est pas un veto ou un truc comme ça. Je leur donne mon avis. Je leur donne mon avis. Ok. Donc voilà comment ça fonctionne chez nous. Et tout ce modèle d'association qu'on a créé, qui est très innovant parce que, en fait, il existe nulle part ailleurs. On s'est inspiré plein de choses qui fonctionnaient, à la fois des anciens modèles, mais aussi des nouveaux modèles de cabinet. Tout ça fait que ça fonctionne vraiment bien. On a aujourd'hui une très très belle équipe d'une centaine d'avocats avec un niveau de compétence très très élevé. On a recruté essentiellement ce que j'appelle en diagonale. Donc, tu connais les recrutements latéraux. Je prends un associé de notre cabinet et je l'associe chez moi. C'est un modèle d'association de recrutement assez peu risqué finalement, puisque on sait que la personne a déjà été associée ailleurs. Généralement, il nous dit combien de chiffres d'affaires il faisait dans son ancien cabinet. Pas de raison que ça parte. Fréquemment, ce chiffre est surestimé. Je l'ai vu dans très très nombreux cabinets. Dans les autres cabinets, comme ils distribuent du profit, c'est la règle d'association dans les plupart des cabinets, c'est qu'ils se partagent du profit. Ils sont obligés, pendant le premier exercice, quand l'associé arrive, de lui donner une rémunération minimum et une rémunération garantie sur la base du chiffre qu'il a annoncé. Et puis si à la fin le chiffre qu'il a annoncé ne se matérialise pas, ça crée des crispations. Nous, dans notre modèle de rémunération, on a décidé non pas de distribuer du profit, mais de distribuer du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que moi, en tant que dirigeant du cabinet, je prends mon risque sur la manière dont je gère
la quote-part de chiffre d'affaires que j'utilise pour payer les charges du cabinet. Si je dépense trop, je suis de ma poche. Donc, ça te force à être hyper strict sur la manière dont tu gères les dépenses du camo. Exactement, et ça me permet aussi, donc ça me force d'une part à être strict parce que c'est moi qui vais payer les conséquences de mauvais choix de mauvais choix stratégiques, mais ça me permet aussi d'avoir la latitude dont j'ai besoin pour faire des investissements, pour positionner le cabinet où je pense qu'il doit se positionner. Le cabinet, en 6 ans, on a ouvert 8 bureaux. Donc on a commencé à Paris, ensuite on a ouvert Nantes, ensuite on a ouvert Lyon, et aujourd'hui on a Montpellier, Aix-en-Provence, on est en train d'ouvrir Marseille, Lille. Trop bien. Donc, et ça, c'est quasiment... Et comment tu fais? Tu essaies d'avoir des domiciliations plus que des vrais endroits où les gens peuvent aller, ou tu as quand même des petits bureaux à chaque fois? Non, aujourd'hui on a des bureaux, on a des bureaux partout, des bureaux Square partout. Finalement, généralement, quand on ouvre un bureau, en tout cas Nantes et Lyon quand on les a ouverts, et même d'ailleurs Aix-en-Provence, pendant les 6 premiers mois, on était domicilié en sous-location dans un autre cabinet, mais on n'a jamais été en sous-location plus d'1 an, nulle part. C'est histoire de valider l'essai et puis C'est histoire que la machine se mette en marche, parce que la manière dont on décide d'ouvrir un bureau, en fait, c'est pas tiens, j'ai décidé d'ouvrir telle ville, et puis je vais absolument chercher quelqu'un pour pouvoir ouvrir cette ville. C'est l'inverse. C'est est-ce qu'on rencontre quelqu'un dont on veut être associé, puisque c'est une association nationale, hein, le cabinet, c'est un cabinet national. Donc quand tu deviens associé du cabinet, que ce soit que tu sois au barreau de Nantes, de Lyon, de Bordeaux, ou d'Aix-en-Provence, ou de Montpellier, ou de Lille, ou de Marseille, tu es associé de la même structure. Donc, est-ce qu'on a envie d'avoir cette personne dans l'équipe? Si on a envie de l'avoir dans cette équipe et que cette personne est dans une ville qui a du sens en termes de positionnement national, régional, on n'a pas l'intention d'ouvrir à Bourg-en-Bresse ou des plus petites ou à villes, Auch, tu vois. Donc quand c'est une ville qui a du sens dans notre positionnement et que la personne, on a envie de la porter dans l'équipe, on y va. Pardon? Vous avez presque ouvert déjà presque toutes les villes qui vous intéressent, du coup. Sur les 10 plus grandes villes françaises, on en a 7 ou 8. Et donc, du coup, à l'international, après? Alors, c'est l'idée? L'international, c'est vraiment un casse-tête, parce que ce qu'on observe, hein, on se dit qu'on n'est pas forcément meilleur que les autres. C'est souvent les start-upers, ils se disent je suis la personne la plus brillante et je vais réussir là où tout le monde a échoué. Je me dis pas ça. Et donc, quand tu regardes les autres cabinets, tu regardes Gide, DS, tu regardes des cabinets qui ont eu une ambition internationale assez forte, ça a assez rarement marché. Et ça a assez souvent créé des problèmes financiers, d'ailleurs, dans ces structures. Et donc, on se dit que si eux n'y sont pas arrivés, il n'y a pas de raison qu'on y arrive. Donc, on regarde ça avec beaucoup de prudence. Ouais. Donc, aujourd'hui, on fait partie de plusieurs réseaux internationaux. On fait partie d'un réseau qui s'appelle Andersen, d'ailleurs, qui est la résurrection d'Arthur Andersen, mais sans la partie audit comptable, mais uniquement avec du conseil fiscal, juridique, et puis d'autres types de conseils. Notamment en France, il y a un cabinet de valorisation aussi qui est membre du réseau. Il y a un cabinet de mobilité internationale, il y a plusieurs, et à l'étranger, donc c'est un très gros réseau. On est aussi très actif dans l'IBA, l'International Bar Association, depuis l'IBA qui s'est tenu à Paris il y a 1 an et demi. C'est là où on a commencé à s'impliquer assez fortement dans l'IBA, et ça nous réussit pas mal. On réussit à créer des très bonnes relations avec des beaux cabinets internationaux. Et donc, tant qu'on a ça aujourd'hui, une des stratégies internationales qui fonctionne avec l'IBA, c'est Bredin, c'est Janté, qui sont 2 cabinets qui sont très présents à l'international, avec des clients internationaux qu'ils ont trouvé grâce au réseau de Best Friends qu'ils ont structuré au sein des cabinets qu'ils ont rencontrés dans l'IBA. Ok. J'avais un peu l'impression que, par exemple, demain, un avocat à Londres s'intéresse à Square et dit
qui te propose finalement son arrivée et il a la capacité financière de créer un bureau. J'ai un peu l'impression que ça se passait comme ça, tu vois. C'est que finalement l'opportunité pouvait tomber et te dire bon bah en fait on a le gars ou le gars, enfin la personne et les bureaux s'ouvrent à partir de ça, tu vois. Ça te donne l'impression d'être assez facile et simple de le faire comme ça. Ça présente pas mal de problèmes. Okay. Ce que tu décris, c'est une sorte de franchise. C'est une licence de marque, peut-être un peu plus qu'une licence de marque. Peut-être que tu fournis des services généraux, le RP, le CRM, enfin différentes choses qui permettent à des personnes dans différents pays de travailler ensemble, les différents outils. Ça peut paraître simple sur le papier. La grande difficulté de ce type de modèle, c'est que donc la licence et la franchise, ça fonctionne très bien quand tu contrôles la qualité de ce qui est vendu par ton partenaire, sur lequel tu n'as aucun contrôle, tu n'as aucun pouvoir de direction, puisque c'est un partenaire commercial, un franchisé ou un licencié de marque. Tu as un contrôle assez faible. Chez McDonald's, chez les différentes boîtes qu'on connaît qui ont des franchises, tu contrôles la qualité en ayant à la fois en les obligeant à acheter leur matière première chez toi, donc tu contrôles la qualité de la matière première et tu contrôles leur process. Dans un cabinet d'avocats, on est dans la prestation de service. C'est extrêmement compliqué d'aller contrôler le process. Tu vas pas aller demander à un avocat anglais de te montrer le contrat qu'il a écrit ou les conclusions qu'il a écrit rédigées pour son client. C'est pas possible. Et puis, quand bien même ça serait possible, comment tu l'expliques moi, Olivier Lopez, comment je peux juger de la qualité de ce qu'a écrit un avocat anglais dans un dossier anglais et encore, je parle anglais, donc c'est peut-être moins difficile, mais va me présenter ce qu'a écrit un avocat à Dubaï, tu vois. Enfin, c'est impossible. Donc ce modèle de croissance que tu décris, qui peut paraître simple sur le papier, est extrêmement difficile et problématique derrière pour créer une marque internationale. Tu as deux principaux modèles de croissance des cabinets internationaux. Tu as l'ouverture de bureaux en propre. Beaucoup de cabinets américains, qui d'ailleurs, leurs bureaux français sont souvent des succursales. C'est même pas des structures différentes. Et puis tu as la franchise. C'est le cas de, je crois, Baker McKenzie, Norton Rose. Ils structurent ça sous forme de Swiss Verein. Hein. C'est le modèle classique d'Antons et structuré également comme ça. Et puis, tu as Kramer-Levin qui était comme ça, qui était une structure indépendante en France avec une licence de marque enfin, je sais pas quel était le contrat et qui leur a permis, quand Kramer a annoncé la fusion avec Herbert Smith, dont il ne faisait pas partie, qui leur a permis en un mois de dire bah tiens, on n'est plus Kramer, on est Morgan Lewis. Il suffit juste de changer la plaque, la marque, de mettre fin au contrat de licence de franchise et d'en signer un nouveau avec une autre structure. Et ça, tu vois, le fait de pouvoir juste changer l'enseigne, bah, ça change pas la qualité de ce qui est fait. Ils vont travailler, les gens de Kramer, les associés de Kramer, les avocats de Kramer vont continuer de travailler exactement de la même manière qu'ils l'ont fait jusqu'à présent. Et est-ce que ça correspond à la culture de Morgan Lewis ou plus de Kramer, ou dans notre cabinet, c'est impossible à savoir. Ouais, c'est clair. Bon, après, peut-être avec je sais pas quel ERP vous avez, mais peut-être qu'effectivement, avec l'outil de gestion, tu peux un petit peu surveiller comment ça se passe, mais tu vas ajouter encore une couche, et du coup, tu sors encore plus de ton modèle. Plus toi, tu ajoutes de couches, finalement, de dépenses, de personnes en interne, plus il faut de nouveaux associés pour que ça se lisse. Et finalement, il faut que t'es sur une balance, toi, perpétuelle de dire, il faut qu'ils s'y retrouvent tous, et une certaine responsabilité de faire suivre le modèle comme tu l'as vendu à la base. Et j'ai l'impression que ça, pour le moment, plaît beaucoup. Et donc, à toi d'essayer... Enfin, j'imagine que c'est avec ça que tu joues et avec les cofondateurs, souvent, c'est comment on arrive à s'assurer que ça continue comme ça, tout en faisant grandir et rayonner la marque.
Alors, tu as mentionné deux choses, donc je vais très rapidement répondre à ta question. Tu disais, je ne sais pas quel ERP vous avez. On a notre propre ERP. Ok, trop bien. On a développé ça tout simplement parce qu'il n'y avait aucun ERP qui savait gérer notre modèle de rémunération des associés. Ça ne doit pas coûter une fortune? Ça nous a coûté beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, un peu d'argent et on continue de le développer. Ok. Et donc, c'est un peu de... Oui, c'est du boulot, quoi. Ouais, c'est du boulot de développer un ERP. On veut, là, cette année, ça va être... C'est un des gros sujets de cette année. L'année dernière, on n'a fait aucune évolution. On a essayé... on est en train de sortir la nouvelle version qui sera la 3e évolution de l'ERP. Ça a été plus difficile que ce qu'on avait anticipé. Ouais, donc c'est un vrai sujet. Et l'ERP, tu contrôles pas la qualité, tu contrôles ce qui est les timesheets, tu contrôles le temps qui est passé, tu contrôles, tu as une visibilité sur la facturation. Mais tu n'as aucun contrôle sur la qualité de ce qui est produit et qui justifie, qui est le sous-jacent de la facturation. Donc, l'ERP, c'est bien, mais ça te donne juste des informations financières. Ça te donne aucune information sur la qualité de ce qui est produit. Et tu parlais de cet équilibre qu'on cherche nécessairement dans tous les cabinets, dans toutes les entreprises, à avoir entre les ressources qu'on met à disposition des avocats du cabinet et la recherche de profitabilité, puisque si on n'est pas profitable, on disparaît. Donc le principe de liberté chez nous nous a poussé à ne pas retenir les gens qui ne veulent pas rester. Donc la plupart des cabinets, ils ont une règle, c'est généralement statutaire, c'est que les associés doivent donner un préavis de 6 mois s'ils veulent quitter le cabinet. Nous, on trouvait que c'était beaucoup trop long. Et donc, on a mis une règle où les associés qui veulent quitter le cabinet nous donnent un préavis d'1 mois. Ok. Et il n'y a aucun sujet de limitation de concurrence, d'obligation de facturation, d'obligation de collecte de ce qui a été facturé, etc. C'est hyper Parce flexible. que c'est toujours des sujets, quand un associé quitte un cabinet, c'est toujours des sujets de friction. Ah, mais tu as facturé telle facture, est-ce que le client va payer, va pas payer C'est des sujets parce que l'associé, parfois, a déjà touché la rémunération qui correspondait à ce chiffre d'affaires. Comme chez nous, on verse les rémunérations sur la base des encaissements. Si un associé nous quitte et décide de dire à son client, tu sais quoi, la facture que je t'ai envoyée chez Square, tu vas pas la payer. Ça, on trouve pas ça très correct. Ouais. Mais s'il le fait, on peut pas y faire grand-chose. Et puis on va pas perdre de l'énergie et du temps. Et vous avez un turnover important On a un turnover assez faible. Okay. On est donc aujourd'hui une centaine d'avocats et en 6 ans, on a eu une quinzaine de départs. Ouais, c'est pas grand-chose. Ouais, ça fait en moyenne 2 départs par an, quoi. Ouais, c'est rien. Et une partie de ces départs, au moins la moitié de ces départs, est liée à l'évolution du cabinet. On a beaucoup de ces départs qui sont intervenus au bout de 2-3 ans. Parce qu'en 3 ans, le cabinet était devenu quelque chose de complètement différent que ce que c'était au début quand nos premiers associés nous ont rejoints. Et donc, alors qu'on leur avait toujours dit, on avait toujours eu l'ambition d'être un grand cabinet à la fois en nombre et en qualité. Mais on ne l'était pas au début. Au début, on était 3. Nos premiers associés, à fin 2019, je crois qu'on était 7 avocats au cabinet. Ça a été rapide, très vite à partir de 2020, quoi. On a plus ou moins, notre croissance a été entre 75 et 110% par an tous les ans. Ok. Vous doubliez presque tous les ans. Ouais, si tu dois lisser sur les 6 ans, on a quasiment doublé tous les ans. Et là, en 2025, du coup, 200 avocats à la fin de l'année ? Non, on sera pas 200 à la fin de l'année. La croissance, elle va nécessairement ralentir. Ouais. Elle va rester cette année, je pense qu'elle va rester au-dessus de 50%. Mais je pense qu'à partir de l'année prochaine, à partir de la croissance 2026, je pense qu'elle sera
un peu inférieure à 50. Ok. Je pense que ça sera la dernière année où on aura une croissance supérieure à 50%, à la fois en chiffre d'affaires et en nombre d'avocats. Ok. Et toi, tu arrives à retrouver ta liberté là-dedans ou Alors, finalement, c'est l'enfer? j'aime bien cette question. Moi, ça a été énormément d'énergie, de travail ces 6 dernières années. Ça m'a coûté beaucoup en termes de chiffre d'affaires d'avocat, parce que Ok. je suis Ouais. toujours avocat, Ça reste. je produis toujours. Et d'ailleurs, c'est toujours la composante principale de ma rémunération. J'arrive pas encore à me rémunérer comme managing partner à la hauteur du temps que je passe, aussi bien que le temps que je passe en tant qu'avocat. Et oui, ça a été. J'ai fait 0 développement commercial depuis 6 ans. Donc les nouveaux clients qui sont arrivés ces 6 dernières années, ils sont arrivés sans que j'essaie trop de les récupérer. J'ai gardé les bons clients que j'avais, qui continuent de me faire confiance et qui même me sollicitent de plus en plus. Donc ça, c'est une belle marque de confiance. Donc ça m'a permis de compenser cette augmentation de chiffre d'affaires avec les clients que j'ai, mes clients fidèles. Ça a compensé le manque de développement que j'ai fait, puisque j'ai consacré à peu près 2/3 de mon temps au développement du cabinet. Là, cette année, je pense que ça va se rééquilibrer un petit peu. On a mis en place toute une équipe. Si notre secrétaire général, ça fait 2 ans qu'elle est là. Avant, c'était moi le secrétaire général. Élise, notre directrice marketing, elle est arrivée il y a 9 mois. Avant, c'était moi le directeur marketing. Et c'est moi qui faisais les posts, les communiqués de presse sur les opérations. Après, on en avait moins, on était moins nombreux, mais il fallait quand même, pas mal, hein. fallait quand même gérer tout ça. Le recrutement des associés, ça c'est toujours quelque chose que Damien et moi on fait. C'est quelque chose qu'on ne délèguera pas parce que c'est comme déjà je pense qu'on a acquis un vrai savoir-faire. On a dû rencontrer 500 personnes, je pense, depuis sur les 6 dernières années, peut-être plus. Et donc on a quand même maintenant, on est bien rodé, on arrive à avoir une lecture assez fine de si la personne va bien s'intégrer au cabinet ou pas. Et donc ça reste une tâche que j'ai continué de faire. Et puis la supervision des équipes, là, ça prend nécessairement moins de temps que de faire soi-même tout ce que font la directrice marketing, la secrétaire générale, l'office manager, etc. Non, et puis en plus, ce qui est bien, c'est que tu prends des seniors. Donc en fait, dans un sens, déjà, ils sont vachement plus autonomes que si tu avais créé une armée de collaborateurs qu'il fallait forcément former, accompagner. Donc peut-être qu'aussi il y a cet aspect-là qui joue en ta faveur sur le fait que tu aies moins de temps à consacrer à des personnes hyper responsables qui ont déjà une expérience d'associé ou du moins qui s'étaient voués à l'être. Et donc peut-être c'est plus simple pour toi. Oui, alors les associés qu'on recrute, donc je m'y suis pas étendu, je m'y suis pas attardé tout à l'heure. C'est en diagonale, c'est qu'on recrute comme associés c'est des jeunes associés. Soit ils sont très jeunes associés ou associés non-equity dans des grands cabinets, soit ils sont counsel ou pré-associés, soit ils sont collaborateurs seniors. C'est les associés qu'on recrute, qui ont déjà donc un niveau d'expertise fort dans leur pratique. Ensuite, les collaborateurs que les associés recrutent, ça c'est généralement du 0, année de barreau. Mais ils sont formés par l'associé, puisque l'associé n'a qu'un seul collaborateur. Il n'a que ça à faire, et il a intérêt à bien le former puisqu'il n'a que lui ou qu'elle. Donc cette formation-là des collaborateurs, ça, je m'en occupe pas, c'est les associés qui le font directement évidemment. Moi aujourd'hui, j'ai plus de collaborateurs. J'ai une stagiaire actuellement, j'en avais pas le semestre dernier, et donc sur beaucoup de mes dossiers, je sollicite d'autres associés du cabinet, même dans mon domaine dans ma pratique. Des associés souvent plus jeunes que moi, déjà parce que quasiment tous les associés sont plus jeunes que moi, et parce que c'est souvent eux qui ont l'envie et le temps de travailler sur des dossiers qu'ils n'ont pas originés.
et puis qui ont envie de travailler avec moi aussi. Mm. Donc ça, voilà, je m'entoure sur le traitement des dossiers d'associés experts dans le domaine dont j'ai besoin. Et puis sur la gestion du cabinet, pareil, j'ai une équipe de gens qui je peux vraiment me fier. C'est un peu l'idée. Ah, oui. C'est clair. Ok, bah trop bien. C'est méga, enfin, c'est hyper passionnant et en plus, ce qui est bien, alors pour ceux qui veulent aller plus loin, parce que là, ça fait déjà 55 minutes que je t'emprisonne sur ce podcast, mais pour ceux qui veulent aller plus loin, je sais que vous avez un podcast où justement Élise interview des associés du cabinet, donc ça permet aussi d'avoir un peu de visu sur comment vous fonctionnez. Comment on te contacte toi si on veut rejoindre Square, si Oui. y a une envie de rejoindre l'aventure et d'en savoir plus? Oui, je suis assez facilement contactable. Mon adresse email est sur le site du web. cabinet. Sur LinkedIn, LinkedIn, vous me contactez effectivement et renseignez-vous. Ouais. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur le cabinet, Ouais. il faut se renseigner. Il faut souvent, on est 100 aujourd'hui, donc 88 associés. Souvent, vous connaissez quelqu'un qui est associé chez nous. Ouais. Ça permet de savoir. Et donc, contactez-les pour savoir s'ils sont heureux, si ça se passe dans le cabinet comme je viens de te le décrire là. Ouais. Parce que souvent, en mode de recrutement, les autres cabinets, souvent, ils embellissent la manière dont ça se passe. Nous, on essaie de pas le faire. C'est pas notre plus grande force, ni à Damien, ni à moi, d'être des grands commerciaux on vend pas du rêve. Ouais. Et notre plus gros échec, ce serait de recruter quelqu'un qui pense rejoindre ce qu'on n'est pas. On n'aimerait pas ça. Créer des désillusions. Ok, très clair. Non, bah, je pense que. Et puis alors, tu l'as plus ou moins dit, mais Élise l'avait dit dans le podcast, vous formez tout le monde, vous apprenez. Enfin, il y a vraiment des formations communes où chacun apprend à développer. J'imagine qu'en plus de ça, entre eux, chacun peut aller s'entraider. Et l'idée, c'est que tout le monde grandisse ensemble. Donc, bon. Il y a vraiment un côté famille un peu, je trouve. Ouais. C'est une vraie équipe. Tu vois, le côté famille. Moi, j'ai jamais trop aimé cette analogie par rapport au cabinet d'avocat parce que ça donne une image. J'avais fait un stage très jeune dans un cabinet qui avait ce côté un peu paternaliste, avec un associé et qui invite tout le monde au restaurant, qui paye l'addition pour tout le monde, etc. Il y avait ce côté un peu père de famille. Ce que moi, je suis pas très attaché à ça. Et en revanche, je trouvais une équipe dans le contexte professionnel. Ça, c'est ce qu'on essaie de créer chez nous. Donc, il y a, comme tu le dis, moi, je suis très sensible à tout ce qui est soft skills, puisque en fac de droit, t'es pas formé à ça. Ouais. Tout ce qui est sales, networking, facturation, enfin tous les sujets commerciaux, puisqu'on est quand même un avocat, c'est une entreprise à part entière. Moi, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait un MBA aux États-Unis, donc j'ai développé ces skills-là à l'université. Et je trouvais que c'était important de permettre aux autres avocats de développer ces soft skills. Et donc, tous les mois, on fait une formation ouverte à tous les avocats du cabinet sur les soft skills. Donc, la vente, le networking, la prise de parole en public, la gestion du stress, tout ce dont tu as besoin pour être un avocat performant et tout ce qui n'est pas hard skills, c'est-à-dire la technicité de l'avocat, ça, c'est la responsabilité de l'avocat. Donc oui, on fait ce type de formation aussi chez nous. Trop bien. Et il y a aussi, comme tu le disais, beaucoup d'entraide. Ça, c'est une initiative de certains de nos associés qui ont mis en place quelque chose qui s'appelle le co-développement. Je connaissais pas. Et ça a un vrai succès. Donc, il y a d'abord eu un groupe de codev qui s'est mis en place, puis un deuxième. Et c'est quelque chose, je pense, qui va se développer au sein du cabinet. Et puis, on a, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais en mettant toutes ces choses-là en place et cet esprit d'équipe et les outils pour que l'équipe fonctionne bien, on a plus de 40% du chiffre d'affaires qui est cross-sellé au sein du cabinet. Trop bien. Ce qui est très, très, très important, au niveau très haut.
Trop bien. Eh ben, merci Olivier. Je te souhaite une belle année 2025. Merci pour ton passage. Et puis, allez voir hein, Square sur LinkedIn, vous pouvez suivre. Et puis, envoyer un message à Olivier si vous voulez aller plus loin et pourquoi pas en savoir plus sur une potentielle association. Merci à toi. Merci Louis, bonne année à toi aussi.